On va commencer. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Moi, c'est Kate Bouchard. Je suis la coordonnatrice de l'Institut Santé et Société à l'Université du Québec à Montréal. Et on a l'habitude à l'ISS, pour les intimes, on dit ISS. On a l'habitude à l'ISS d'inviter nos membres, différents membres que nous avons, à présenter leurs recherches, leurs travaux. C'est avec grand plaisir qu'on a aujourd'hui avec nous Jorge, euh, qui va, euh, qui va nous parler de différentes choses qu'il fait dans le cadre de ses travaux de recherche. Pour vous le présenter, je vais lire un petit texte que j'ai, comme ça, on dit les bonnes choses, on se trompe pas. Euh, alors, voici. Jorge Flores Aranda est professeur à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada TRADIS, Trajectoire, Diversité, Substance. Il est aussi chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances et, comme je mentionnais, il est membre chez nous à l'Institut Santé et Société. Et donc, dans ses travaux, il s'intéresse au lien entre la consommation de substances et la sexualité, aux problématiques sociales vécues par différentes populations, dont les personnes de la diversité sexuelle et de genre, et les populations en situation d'itinérance. Il se penche sur les recours aux nouvelles technologies dans les interventions sociales et il travaille en étroite collaboration avec des organisations communautaires. Et aujourd'hui, Jorge va nous parler de la consommation sexualisée de substances psychoactives et les pratiques de réduction des méfaits parmi les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Donc, je vais tout de suite céder la parole à Jorge et je souhaite à tout le monde une très belle conférence. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Kate, merci beaucoup aussi à l'ISS pour l'invitation. Je suis content de voir quelques visages et quelques noms aussi que je reconnais, alors je vous salue. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de partager un peu quelques travaux, les résultats de quelques travaux que je mène. Donc je vais tout de suite partager l'écran avec la présentation. J'espère que vous la voyez. Est-ce que vous la voyez bien? Ouais, parfait, merci. Aujourd'hui, effectivement, on va parler de consommation sexualisée de substances, des réductions de méfaits. Je tiens aussi à saluer le travail des deux étudiants au doctorat, Yannick Godet et Guillaume Tardif, qui ont aussi contribué à l'élaboration de la présentation. Donc, voici le plan, voici sur quoi on va parler. Avant, en fait, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien faire un rapide portrait de la santé des personnes de la diversité sexuelle et des genres, mais aussi de la consommation. Parce que ça va permettre aussi de comprendre pourquoi est-ce que des chercheurs, dont moi, nous intéressons à la question de la consommation et particulièrement à la consommation sexualisée de substances pour les personnes de la diversité sexuelle et les genres. Ensuite, on va aller définir qu'est-ce que c'est que cette consommation sexualisée. On va parler aussi d'un phénomène culturel qu'on appelle le chemsex, dont on parlera un petit peu plus en détail dans quelques minutes. Et ensuite, on va parler du projet PNP dans la diversité, dont les résultats vont être exposés aujourd'hui. Et on va voilà, discuter de quelques éléments concernant les pratiques plutôt informelles des réductions de méfaits des personnes qui consomment en contexte de sexualité. Et ensuite, on aura une période de discussion, d'échange avec vous. Donc, un rapide portrait de la consommation. On sait en fait que les personnes de la diversité sexuelle et la pluralité des genres, donc on parle des communautés LGBTQ+, 2S, ont davantage des difficultés de santé physique, mais aussi de santé mentale. Donc, vous avez sans doute entendu parler des risques des suicides. Donc, on sait qu'il y a environ 4 fois plus des risques des suicides parmi les personnes de la diversité sexuelle et des genres comparativement au reste de la population. Il y a également une plus grande utilisation de substances, dépendamment de la substance et dépendamment de l'ampleur de la consommation. On peut dire qu'il y a environ 3 fois plus de consommation que dans le reste de la population. Et bien sûr aussi, pour d'autres raisons, il y a plus de risques de se retrouver parfois en situation d'itinérance. Les données concernant les personnes en situation d'itinérance montrent qu'entre 20 et 40% des jeunes en situation d'itinérance
sont des jeunes qui appartiennent à la diversité sexuelle et des genres. Donc, il y a une surreprésentation de ces jeunes en situation d'itinérance. Et également des risques associés au VIH et aux autres infections transmissibles sexuellement et par le sang, notamment parmi les hommes gays et bisexuels. Donc, ça paraît un peu un portrait un peu sombre, un portrait qui n'est pas gai, si on peut me permettre le jeu de mots. Mais il y a différents facteurs explicatifs. Donc, il y a beaucoup d'études qui se sont penchées sur pourquoi cet état de santé est moins bon. Euh, Parmi les explications les plus mobilisées, il y a la théorie du stress minoritaire, c'est-à-dire que lorsqu'on appartient à une communauté minoritaire, minorisée, on a parfois davantage de stress chronique. Et puis, pour faire face à ces stress, parfois, il y a différents comportements qu'on peut adopter pour gérer ces stress-là. Et parfois, ça nous mène à certains comportements comme les comportements de consommation. Évidemment, cela n'explique pas tout. Et il y a de plus en plus aussi des études critiques qui remettent en question la seule explication des modèles comme celui du stress minoritaire pour expliquer pourquoi il y a donc davantage de difficultés de santé parmi les personnes de la liberté sexuelle et des genres. On y reviendra aussi en cours de présentation et dans la discussion, mais c'était juste pour mettre un peu la table et dire voici un portrait de la situation et voici pourquoi c'est important donc de s'intéresser à la question. Comme je vous disais, donc, il y a plus de conséquences des risques associés à la discrimination et la stigmatisation, le stress des minorités, mais aussi on vit dans une société qui est hétéronormée et cis-normative également. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de façon générale, on va accorder plus d'importance à l'hétérosexualité et à une identité cisgenre. Donc, une identité cisgenre, c'est à quelqu'un qui s'identifie donc aux gens qui leur a été assigné à la naissance. Ok. Donc, une société, ben, on peut parler par exemple des toilettes. On a beaucoup parlé l'automne dernier dans les médias des toilettes mixtes, des toilettes non genrées, etc. Parce qu'effectivement, si on se pose la question, on vit dans des sociétés qui sont très binaires. On a des toilettes pour hommes, pour des toilettes pour femmes. On a des vestiaires pour hommes, pour des vestiaires pour femmes dans les gymnases, etc. Donc, on vit dans une société qui exclut des personnes qui ne se trouvent pas dans cette binarité. Donc, c'est ça la cisnormativité, entre autres. Ok. C'est une façon par laquelle la cisnormativité s'explique. Ensuite, l'hétéronormativité, c'est aussi donc cette valorisation davantage de l'hétérosexualité comme orientation sexuelle dominante, majoritaire, etc. Un exemple classique que je donne à chaque fois que je parle d'hétéronormativité pour les personnes qui ont encore des téléphones fixes. Parfois aussi, on va, par exemple, appeler pour des sondages et dire est-ce que monsieur ou madame Antel se retrouve à la maison pour faire un sondage. Donc, ça fait partie aussi des questions qui, enfin, c'est une façon d'exprimer, dont l'hétéronormativité s'exprime également dans cette vision comme quoi tout le monde est hétérosexuel et comme quoi il y a donc cette norme d'hétérosexualité. Il y a également des déterminants sociaux de la santé, donc tous les éléments qui vont avoir une influence sur l'état de santé, que ce soit le revenu, que ce soit le genre, que ce soit les niveaux d'éducation, etc. Et évidemment, les personnes de la liberté sexuelle et la pluralité des genres ont aussi des caractéristiques différentes et certaines de ces caractéristiques peuvent constituer des facteurs d'oppression qui vont avoir aussi une influence évidemment sur leur état de santé. Donc tous ces éléments-là vont avoir effectivement une influence sur l'état de santé des personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres et en quelque sorte vont aussi pouvoir influencer leur consommation des substances. Donc, la consommation sexualisée, de quoi on parle lorsqu'on dit consommation sexualisée? Donc, c'est une forme de consommation qui peut avoir pour objectif d'intensifier ou de prolonger la rencontre sexuelle pour soit se sentir à l'aise avec soi-même, se sentir à l'aise avec les autres, etc. Et de façon assez générale, une bonne partie de la population, quelle que soit leur identité sexuelle, leur orientation sexuelle, pardon, leur identité de genre, de façon générale, à toutes et tous, pour la plupart, fait la consommation sexualisée.
que ce soit lors d'un premier rendez-vous avec un partenaire où ben, on va manger, on va prendre du vin, on va être plus à l'aise, etc. Donc, il y a des formes de consommation sexualisée qui impliquent une bonne partie de la population. Ok, donc, on va consommer, on va dire, OK, mais je vais prendre un petit verre de vin peut-être pour être plus à l'aise, pour me sentir plus en confiance, ou on va prendre un petit joint pour relaxer un petit peu, ou plus si affinité, bref. Donc, il y a souvent donc, des substances qui sont associées à la sexualité, et ça depuis la nuit des temps. Parce que, ben, on cherche quelque chose pour se sentir plus à l'aise avec les autres. Ok. Donc, cette consommation sexualisée, elle n'est pas nécessairement associée à une culture particulière, pas nécessairement non plus associée à une orientation sexuelle ou à une identité des genres. Et puis, ces contextes dans lesquels la consommation sexualisée va se tenir, varient donc évidemment en fonction des époques, en fonction des groupes sociaux, etc. Si on parle des chemsex maintenant, vous avez peut-être entendu parler le terme chemsex ou PNP pour Party and Play. Chemsex qui est en fait la contraction des deux mots, chem pour chemical et sex pour sexualité, donc sexe sous l'influence des chimiques. Donc c'est une forme de consommation sexualisée de substances. Donc la consommation sexualisée est une sorte, pardon, des concepts parapluies qui incluent donc le chemsex et c'est l'utilisation intentionnelle. Donc, des certaines substances, ça va varier dépendamment évidemment de la disponibilité des produits, ça va varier en fonction de où on se trouve dans le monde, etc. Mais de façon générale, on va parler des substances comme la méthamphétamine, donc le crystal meth, le GHB et la kétamine dans le but vraiment d'intensifier et de prolonger la rencontre sexuelle, ce qui peut amener les gens à avoir des rencontres qui peuvent durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et donc, cette pratique peut générer évidemment beaucoup de plaisir aux gens qui la pratiquent, mais aussi parfois, lorsque la consommation dépasse le contrôle des personnes, ça peut aussi donc, générer la souffrance et dans certains cas, ça peut développer aussi une dépendance et ça peut évidemment aussi générer certaines conséquences sur la santé physique, la santé mentale, la santé sociale, la santé sexuelle, évidemment. Et il y a dans tout ça donc une mécompréhension du phénomène, mais aussi une forme de stigmatisation, de discrimination dans les services de santé en général et dans les services en dépendance en particulier. Donc, si je résume, donc, de façon générale, les personnes de la diversité sexuelle et la pluralité des genres ont davantage de difficultés de santé que le reste de la population. Elles consomment aussi plus de substances et dans certains cas, elles font une forme de consommation sexualisée et dans des cas plus particuliers, il va y avoir donc une pratique de ce qu'on appelle le chemsex. Donc, actuellement, il y a encore des débats sur comment on définit ces phénomènes qu'on appelle le chemsex. Le terme est apparu dans la littérature scientifique en 2014, donc c'est quand même relativement récent comme terme, enfin relativement récent dans les 10 dernières années. Mais on s'est surtout penché sur tous les facteurs des risques qui pouvaient mener à la pratique du chemsex, mais aussi à tous les facteurs des risques que cette pratique engendrait, notamment des conséquences comme le VIH, l'hépatite C, les CTSS. On s'est penché aussi sur les conséquences sociales, les conséquences économiques de la pratique, et aussi évidemment sur tout ce qui touche la dépendance, les troubles d'utilisation de substances. Parce que ben, le chemsex, comme n'importe quelle autre forme de consommation de substances, peut toucher différentes dimensions de la vie des gens. Euh, comme je le disais précédemment, ce n'est pas toutes les personnes qui vont nécessairement développer un problème associé à leur consommation ni associé à leur pratique du chemsex, mais donc c'est important de comprendre ces phénomènes et aussi d'accompagner les personnes qui le pratiquent pour justement éviter qu'il y ait des personnes qui développent donc des enjeux en lien avec leur consommation et en lien avec leur pratique du chemsex de façon plus particulière. On sait aussi que les besoins en termes d'intervention peuvent s'étaler à différents moments de la trajectoire des consommations. Comme je vous disais, je vous mentionnais tout à l'heure, la pratique du chemsex
Elle peut aller dans un continuum, si on veut, entre plaisir et souffrance. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va se retrouver à l'autre bout du continuum, mais il peut y avoir des moments durant la trajectoire des consommations pendant lesquels les gens ont besoin d'intervention et ces besoins-là sont encore mal compris et surtout mal répondus par les services qui sont actuellement disponibles. Ceci dit, il y a beaucoup d'initiatives actuellement, notamment des initiatives en milieu communautaire qui répondent aux besoins des personnes qui pratiquent le chemsex. Il y a aussi d'autres initiatives au niveau des services publics, notamment au sud, centre-sud de l'île de Montréal. Il y a aussi d'autres initiatives dans le site euh, des Chaudière-Appalaches et à Québec, enfin, et dans le sud de la capitale nationale, donc à Québec. Donc, il y a quelques initiatives qui se développent, mais elles ne sont pas encore suffisantes ni suffisamment soutenues. Voilà. Donc, tout ça me mène donc à parler des objectifs du projet PNP dans la diversité, dont les objectifs étaient entre autres de décrire des trajectoires de consommation associées à la méthamphétamine et à d'autres substances associées donc à la pratique des chemsex, des personnes, des hommes de la diversité sexuelle et des personnes non binaires, et aussi identifier quel était le besoin en matière d'intervention pour proposer des lignes directrices. Donc, dans cette présentation, je vais simplement parler aujourd'hui des quelques pratiques qu'on a identifiées en termes de réduction de méfaits qui étaient mises en œuvre par les personnes qu'on a rencontrées. Donc, des pratiques de réduction de méfaits qui ont été décrites de façon spontanée. On n'avait pas de questions sur les pratiques de réduction de méfaits. Donc, ce sont des données émergentes que les participants nous sont partagées. Donc, il s'agissait d'une étude qualitative qui a été basée sur une approche du Rapid Assessment Process et qui est une forme donc une méthodologie qui s'inspire de l'ethnographie, qui permet une collecte des données rapide avec des personnes qui sont difficiles à rejoindre. Parfois, c'était une recherche communautaire, donc une recherche qui a appliqué les personnes de la communauté à toutes les étapes du processus de recherche. Donc, on avait des personnes de la communauté, des représentants des groupes communautaires et des personnes qui avaient une expérience de consommation sexualisée et de chemsex qui faisaient partie de l'équipe de recherche. Donc, on a fait des entretiens semi-dirigés qui duraient environ 90 minutes avec 64 personnes, hommes et personnes non binaires et de la diversité sexuelle et des gens qui avaient consommé la méthamphétamine ou des substances qui étaient associées au chemsex ou qui avaient consommé au cours des 5 dernières années. On a fait une analyse thématique, on a aussi co-codifié 20% du matériel pour assurer aussi une meilleure compréhension et assurer aussi, on travaillait en équipe, c'était une grande équipe, donc on voulait aussi que tout le monde comprenne de la même façon aussi le processus de codification et l'arbre thématique en fait des codifications qui était en train de se construire. Donc, pour les résultats. On a rencontré 64 personnes, hommes cisgenres et transgenres, donc hommes cisgenres, donc qui s'identifient au sexe qui leur a été assigné à la naissance, et des personnes trans et des personnes non binaires. Même si on avait recruté dans 3 villes, la grande majorité de l'échantillon provenait de la région de Montréal, mais aussi il y avait des plus petites proportions qui venaient de la grande région de Québec et de la région de l'Outaouais. La majorité des personnes se sont auto-identifiées comme homosexuelles, presque 8% comme bisexuels, 6% comme pansexuels, 3% comme queer et 1,6% autres. En termes d'identité des genres, la majorité aussi, un peu plus des 3 quarts étaient cisgenres. Et par la suite, les autres proportions concernaient des personnes qui s'identifiaient comme non-binaires, comme genderqueer, aussi comme des personnes trans, comme des personnes en questionnement ou bispirituelles. Donc la bispiritualité, c'est juste un petit aparté, peut concerner soit une orientation sexuelle ou une identité des genres propre aux personnes autochtones en Amérique du Nord. Donc, voici quelques résultats concernant des pratiques de réduction de méfaits. Donc, c'était vraiment des questions spontanées. Les gens nous partageaient comment ils assuraient une forme de sécurité, comment ils réduisaient les risques et les méfaits qui pouvaient être associés à la consommation, mais qui pouvaient être associés aussi à leur pratique des chemsex en particulier. Donc, il y avait des gens qui nous assuraient une sécurisation des lieux,
mais aussi la prise de conscience que dans ce type de pratique-là, il ne peut pas y avoir de risque zéro. Donc, on voit l'extrait de Logan qui nous dit, par exemple, que quand il invite des gens, il s'organise pour éviter qu'il y ait quelque chose qui traîne, qui peut être volé, il ferme à clé ses affaires, etc. Mais évidemment, lorsqu'il dit on est sur Latina est le nom d'argot dans le milieu pour désigner le crystal meth ou la méthamphétamine. Donc, il dit que lorsqu'il est sur Latina, donc sur le crystal meth, on peut perdre le contrôle de soi et donc le risque zéro n'existait pas parce qu'on n'est pas nécessairement en contrôle. Et aussi en contrôle ni de la substance, ni des personnes à qui on consomme, évidemment. D'autres personnes aussi identifiaient quels étaient les risques possibles concernant la pratique. Donc, il y a Miles qui décrit en quelque sorte que ben, lorsqu'il y a une pratique du chemsex, lorsqu'il y a des sessions de chemsex avec d'autres partenaires, c'est rare que tout se passe de manière très pacifique. Donc, il peut y avoir de la violence, il peut y avoir des discussions, etc. Et donc, il faut être aussi, savoir comment demander de l'aide. Donc, pas uniquement au niveau de la violence, évidemment, mais au niveau d'autres comportements. Donc, il y avait aussi chez plusieurs personnes une conscience de l'importance donc d'identifier les risques possibles et la façon dont on pouvait diminuer et faire face à ces risques potentiels. La qualité de produit, vous avez peut-être aussi entendu parler sur la qualité de produit. On parle beaucoup, notamment en raison de la crise des surdoses qu'on vit en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde d'ailleurs. Euh, donc, la qualité de produit, même si dans le milieu de la consommation sexualisée et le chemsex en particulier, on ne consomme pas des opioïdes de façon générale, il peut y avoir aussi une contamination de produits, mais il peut y avoir aussi d'autres dangers associés avec les produits, avec les stimulants. D'ailleurs, il y a peut-être un mois ou un mois et demi, justement un article dans Le Devoir concernant les surdoses avec des produits stimulants, donc des stimulants comme la méthamphétamine, dont on parle moins, justement. Donc, une des personnes parlait de développer des liens de confiance avec le vendeur et les vendeurs. Donc, la personne ici, Arnaud, nous dit, ben, c'est important de développer une relation, avoir un dealer fiable. Donc, évidemment, ça rassure peut-être les personnes, mais on se rend compte que ce n'est pas nécessairement un gage de qualité d'avoir une relation donc de confiance avec un revendeur de substances. Et parfois, les discours des revendeurs vont aussi justement favoriser qu'il y ait des gens qui veuillent établir ces liens de confiance. Il y a un autre participant dans l'extrait en anglais. J'avais oublié de vous mentionner, on a mené des entretiens en français et en anglais, donc il y a parfois des extraits en anglais. Donc, dans cet extrait, on nous partage le fait qu'il y a certains revendeurs qui vont dire qu'ils ont analysé les substances et qu'elles ne contiennent rien de dangereux comme le fentanyl, par exemple. Donc, il faut savoir qu'il y a des organismes communautaires actuellement qui offrent comme service l'analyse des substances. Donc, les gens peuvent aller avec la drogue qu'ils ont achetée et voir qu'est-ce qu'elle contient pour voir s'il y a un produit dangereux. Donc, il y a aussi des revendeurs qui vont dans ce type de service pour analyser la drogue qu'ils vendent et vont ensuite donc dire à leurs clients qu'ils sont analysés les substances et qu'il n'y a rien de dangereux à l'intérieur. Donc, on voit quand même qu'il y a, et de la part des utilisateurs, mais aussi de la part des revendeurs, donc une forme de discours associé à la qualité de produit qui est quand même lié à une pratique de réduction de méfaits. On y reviendra plus tard dans la discussion sur comment on peut peut-être à mobiliser ces comportements-là pour assurer qu'il y ait donc des pratiques de réduction de méfaits un peu plus fondées donc sur les connaissances et pas uniquement donc sur la confiance dans les revendeurs. S'informer sur les formes de consommation. Donc, plusieurs personnes nous sont mentionnées qu'ils s'informaient avant de commencer à consommer. Donc, c'est le cas de Jonathan. Évidemment, ce sont des prénoms fictifs. Donc, Jonathan nous dit qu'il s'est beaucoup informé avant de consommer, sur les effets positifs, négatifs, les effets secondaires, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et donc, dans le milieu, autant que ce soit dans des applications de rencontres ou dans
forums de discussion, il y a énormément d'échanges qui s'est fait sur la consommation de substances et sur la façon de le faire. Aussi, d'autres personnes s'est manifestées, s'est renseignées avant d'utiliser un nouveau mode de consommation, notamment avant d'utiliser des substances par injection. Donc, c'est le cas de Paul. Il s'assure qu'il s'informe avant de faire cette pratique-là. Donc, on voit quand même qu'il y a des façons assez spontanées, des pratiques que les gens mettent en place pour réduire les risques associés à leur consommation. L'apprentissage des techniques de consommation. Évidemment, comme toute nouvelle pratique, lorsqu'on commence à consommer, on ne sait pas comment le faire. Les personnes qui ont déjà fumé la cigarette, on se rappellera, en tout cas moi j'ai fumé la cigarette longtemps, et les premières fois qu'on fumait la cigarette, on ne sait pas, on ne connaît pas les techniques, on s'étouffe, bref. Donc c'est la même chose lorsque quelqu'un commence à consommer d'autres substances. Donc il y a un partage d'informations qui s'est fait entre les pairs. Donc, comme Liam le mentionne, il y a énormément de gens qui sont très sympathiques et qui vont tout raconter. Et il le dit, Liam le dit malheureusement qu'ils vont tout raconter parce qu'ils vont tout apprendre. Et Brian aussi, il mentionne que ben, un partenaire sexuel avec qui il avait consommé lui a montré comment faire et comment justement s'injecter. Donc, il y a énormément de partage d'informations, mais pas uniquement sur comment les bonnes techniques, mais aussi ce que les participants rapportaient aussi, les techniques pour éviter de gaspiller les substances, pour également avoir les effets désirés, etc. Mais ces connaissances-là peuvent varier parce qu'évidemment, la qualité de la substance varie, le contexte varie, chaque individu ne réagit pas de la même façon aux substances, évidemment, et donc les messages peuvent aussi être contradictoires. Donc, il y a Jerry qui nous dit, par exemple, qu'il peut y avoir beaucoup d'informations qui est donnée par les pairs, qui est donnée, que ce soit dans des forums de discussion ou autres, mais que parfois ces informations sont contradictoires et les personnes ne savent pas comment s'y retrouver. D'autres personnes nous sont aussi nommées qu'ils sont des stratégies pour limiter leur consommation, pour être en mesure de garder un certain contrôle sur leur consommation. Pour certaines personnes, comme Levi, par exemple, une des stratégies, ce n'est pas en acheter. Donc, c'était la méthode qu'il s'est donnée pour ne pas consommer. Donc, c'était quelqu'un d'autre qui payait les substances ou autre. Donc, la personne n'achetait pas pour ne pas savoir des produits chez elle et donc ça l'évitait de consommer. D'autres personnes ont également aussi nommé qu'il y avait une volonté de ne pas s'apprendre certaines techniques d'injection, comme le nomme Stéphane, donc il ne voulait pas faire lui-même. C'était sa technique à lui, donc pour éviter de s'injecter tout seul. En revanche, on pourra le voir plus tard lorsqu'on parle de réduction de méfaits en termes d'injection des substances. Donc, on va justement favoriser que les gens apprennent les techniques d'injection pour éviter euh, eh ben, il y ait quelqu'un d'autre qui ne connaisse pas nécessairement les techniques le fasse pour s'assurer que la personne soit en contrôle de son injection et de ses produits, etc. Bref. Donc, il y avait parfois des messages qui pouvaient être en contradiction avec les pratiques recommandées en termes de réduction de méfaits. Ne pas consommer seul dans un contexte de couple, là, c'était le cas ici de Nathan qui consommait dans un contexte avec son partenaire de vie. Et donc, lorsqu'il n'avait pas de relation sexuelle avec son partenaire, donc il ne consommait pas. Donc, c'était une façon à lui aussi de réduire sa consommation. Et ne pas consommer seul, c'est aussi une autre technique qui est recommandée pour éviter justement les risques des surdoses. Et s'il y a quelque chose, qu'il y ait au moins quelqu'un qui puisse appeler à l'aide. La gestion des risques associés à d'autres substances.
Donc, il peut y avoir parfois une connaissance variable associée aux interactions possibles avec d'autres substances ou avec des médicaments. Il faut dire donc que dans la pratique du chemsex, au Canada, en tout cas, comme dans d'autres pays, la substance principalement consommée est la méthamphétamine, mais il y a d'autres substances qui sont aussi consommées de façon concomitante, que ce soit le GHB, que ce soit aussi la kétamine, parfois du speed, et ça est aussi mélangé avec des médicaments, comme des médicaments contre la dysfonction érectile, par exemple, parce que si on parle des séances, des sexes qui durent longtemps, donc il faut aussi que les gens aient une certaine aide pour maintenir donc leur érection, mais aussi des érections qui peuvent être affectées par les effets secondaires des produits consommés. Donc, il y a quand même plusieurs substances qui peuvent se consommer en même temps dans un contexte de chemsex. Et les personnes qu'on a rencontrées avaient parfois une connaissance très variable des risques associés à ces interactions. Donc ici, Roy, pardon, nous parle des effets dangereux de mélanger du Viagra avec des poppers. Donc, les poppers, ce sont des inhalants, des nitrites inhalants, euh, qui s'utilisent souvent pour relaxer les muscles, qui peuvent faciliter aussi la pénétration anale. Donc, le mélange de Viagra avec des poppers est dangereux, mais aussi, voilà, il peut y avoir d'autres interactions. Et les personnes rencontrées n'étaient pas nécessairement toutes au même niveau des connaissances par rapport à ces dangers-là. Il y avait aussi des personnes qui choisissaient certaines substances. Dans le cas des max, ils choisissaient de consommer uniquement du crystal meth et donc ne pas consommer d'autres produits de façon concomitante, comme c'est assez fréquent dans les pratiques du chemsex, justement parce qu'ils considéraient ne pas tolérer d'autres substances utilisées comme le GHB, par exemple, ou la kétamine. Voilà, il y avait dans le discours des participants, donc on voyait une gestion assez variée des interactions. Il faut dire aussi que plusieurs participants vont utiliser d'autres substances pour gérer les effets secondaires d'un stimulant. Par exemple, un stimulant comme le crystal meth va faire en sorte que les gens ne vont pas dormir, vont pas avoir, les gens n'auront pas faim non plus. Donc, lorsque les gens veulent arrêter, leurs séances de chemsex, ils ne peuvent pas dormir ou n'ont pas faim, donc parfois vont fumer du cannabis pour relaxer ou dormir, ou vont prendre aussi des somnifères, et d'autres vont aussi prendre d'autres médicaments ou d'autres substances pour essayer d'avoir faim, comme prendre du cannabis par exemple. Donc, il y a différents produits qui sont consommés et donc des interactions possibles pour lesquelles les gens n'étaient pas toutes et tous très conscients. Les participants ont également nommé la gestion des risques associés au VIH et à l'hépatite C. Et donc, on sait qu'il y a actuellement différents moyens, différentes stratégies pour ne pas contracter le VIH. Donc, Indoltrel, c'est la prophylaxie pré-exposition ou PrEP, qui est donc un médicament antirétroviral qui est pris soit de façon continue, soit avant et après la période des risques. Donc, mais parfois, le fait d'utiliser ces substances fait en sorte que les gens ne sont pas réguliers dans la prise de cette médication. Parce que donc on peut oublier qu'il faut prendre une certaine médication. Et puis, comme je vous mentionnais, parfois les séances de chemsex peuvent durer plusieurs heures, plusieurs jours. Donc, les gens n'ont pas toujours leurs médicaments sur eux. Et donc, ça peut donc générer une mauvaise observance donc, de ces médicaments préventifs. Et également, le désir, l'excitation peut également rendre difficile le fait de mettre en place des stratégies de prévention. Donc, c'est le cas de Arthur qui dit que dans le feu de l'action, donc il a pris donc la seringue pardon, de quelqu'un d'autre et il a contracté l'hépatite C. Les participants, même si on n'avait pas nécessairement posé des questions, comme je vous mentionnais au départ, avec la réduction de mes faits, ils l'ont abordé de façon assez spontanée. Ils sont aussi proposés quelques solutions, donc faciliter l'accessibilité à la PrEP, parce que même si c'est très répandu, notamment à Montréal, dans le centre-sud,
ce ne sont pas tous les médecins, notamment à l'extérieur de Montréal, notamment aussi à l'extérieur des quartiers centraux à Montréal. Des médecins peuvent parfois refuser de prescrire la PrEP, même maintenant. Donc, une des solutions, c'était faciliter à rendre plus facilement accessible la PrEP. Également, la PrEP doit être payée si elle n'est pas remboursée par des assurances. Donc, il y a des gens qui étaient sur la RAMQ qui devaient payer donc, la franchise de la RAMQ, mais ça représentait pour ces personnes-là parfois un montant trop élevé. Donc, parfois, ces montants étaient une barrière d'accessibilité. D'autres personnes ont mentionné de favoriser la militance, d'engager les gens pour militer pour les droits pour changer les liens, enfin, changer les choses en lien avec la consommation de substances. On avait parlé, les participants avaient parlé notamment de contribuer ou de favoriser la lutte pour soit la décriminalisation ou la légalisation des substances, donc de appuyer les revendications des organisations de défense des droits des personnes utilisatrices de ces substances. Voilà donc les grandes lignes de ce qui ressortait donc sur les stratégies de réduction de l'effet qui étaient mises en place par les personnes qu'on a rencontrées. Donc, en termes de pistes d'action, je trouve qu'il y a quand même une connaissance de base des personnes concernant les stratégies pour réduire les risques et réduire les méfaits associés à la consommation, mais aussi associés à la sexualité en contexte de chemsex. Donc, je pense que cette base-là peut être renforcée. Donc, il faut faire des activités de renforcement des capacités. Donc, je pense que les organismes communautaires là-dessus travaillent très fort et je pense qu'on peut s'inspirer de ce qui a été fait dans les années 80-90, dans la crise du VIH, justement pour renforcer les capacités, renforcer les connaissances de la communauté associées donc aux stratégies de réduction des risques et des méfaits en lien avec la consommation et le chemsex démystifier les informations. Il y a beaucoup d'informations, des mythes qui circulent, on l'a vu, la confiance qui est accordée aux revendeurs, les discours contradictoires à l'intérieur de la communauté. Donc, je pense que ces informations doivent être démystifiées et pour ça, donc, il faut faciliter l'accès à des informations à jour. Donc, je pense encore une fois que les organismes communautaires, mais aussi les pairs, le travail des pairs est important pour faciliter l'accès à la bonne information et évidemment aussi inclure l'ensemble des acteurs dans toutes ces actions-là de démystification, de renforcement des capacités, incluant les revendeurs. Donc, on a vu que les revendeurs utilisent déjà certains services en réduction de méfaits comme les services d'analyse des substances, les services de vérification de substances. Donc, si on le sait, que ces personnes utilisent déjà ces services, on pourrait justement les appliquer davantage dans des actions de prévention. Donc, le rôle des pairs est crucial, on l'a vu. Donc, il faut les intégrer dans toutes les interventions, mais les intégrer aussi en amont, donc dans l'élaboration d'interventions et dans sa mise en marche. Puis, faire appel aussi également à des réseaux informels pour transmettre ces informations. On sait qu'il y a des forums, des discussions sur Internet concernant le chemsex. On sait qu'il y a également des séances sur Zoom où les gens se rencontrent parfois pour consommer de façon virtuelle. Donc, il y a différents réseaux informels qu'il faudrait investir davantage pour transmettre l'information et également former des pairs à transmettre de l'information, former des pairs pour transmettre les bonnes techniques d'utilisation, par exemple du matériel, les bonnes techniques de consommation, mais également aussi faire un maillage éventuellement avec des services qui existent pour les gens qui ressentent le besoin d'aller vers des services. Le contexte évidemment très sexualisé du chemsex peut rendre difficile des mesures de prévention, mais on peut développer déjà des stratégies adaptées à ces concepts, à ces contextes-là. Il y a déjà des organisations communautaires qui vont distribuer du matériel dans des sex parties. Donc, on peut investir davantage aussi ce type d'intervention. Puis, évidemment, comme je l'ai dit précédemment, appliquer les personnes concernées dans le développement de ces stratégies. Puis, je pense aussi qu'on est rendu
à réfléchir sur le meilleur scénario en termes légaux. On a beaucoup parlé des décriminalisations de substances. Il y a plusieurs villes, enfin, il y a Vancouver. Il y a d'autres endroits, si on pense au Portugal, déjà une vingtaine d'années, où on voit que la décriminalisation de la possession de substances amène quand même des effets positifs sur la santé des gens. Donc, je pense il faut déjà se poser ces questions-là. Euh, et puis, évidemment, je pense qu'il faut aussi faciliter l'accès à tous les services des réductions de méfaits, que ce soit le matériel, que ce soit la vérification de substances, la PrEP. Actuellement, les services de vérification de substances, sont fixes. Il y a un site mobile, donc il y a un bus qui se déplace pour vérifier les substances, pour analyser les substances, mais ce n'est probablement pas assez. Et évidemment, les gens qui sont dans un contexte de sexualité vont pas se déplacer pour faire analyser les substances. Donc, il faut penser à d'autres moyens pour les rejoindre également. Et j'aborde ces questions-là lorsqu'on parle des questions légales, parce que souvent, ces services de réduction de méfaits-là doivent attendre une autorisation de Santé Canada concernant la loi sur les substances, parce qu'elles doivent avoir une dérogation avant de mettre en place ce type de services-là. Donc, si on avait un contexte légal beaucoup plus favorable qui ne criminalise pas la possession des substances, on pourrait aussi avoir davantage ce type de services en réduction de méfaits. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Je voudrais donc remercier les bailleurs de fonds, les co-chercheurs de l'équipe Mathieu Goyette, Olivier Ferlet, David Lafortune, Jean-Sébastien Rousseau, Amélie Couvret, Maxime Blanchette, l'équipe du projet qui est déjà fini, donc Ida Duniatico qui a coordonné avec brio ces projets, Manuel Lisbourg, Yannick Godette, Alexandre Brulotte, Joseph Despiano et tous les partenaires évidemment communautaire, réseau, l'IDQ, Portage, l'Institut universitaire Indépendance, Aztec, le Bras, Outaouais, Mille, Québec. Et bien sûr, merci à vous pour votre attention. Évidemment, tout ce que j'ai dit ici ne concerne pas nos bailleurs de fonds. Je ne sais pas s'ils partagent mon avis ou pas. Voilà, donc voilà ce que j'avais à vous dire. J'ouvre maintenant la discussion avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle Merci. présentation. Très, très intéressante.